quelques hommes dans l'assistance ce matin. Et pour cette conversation sur un thème qui effectivement est assez emballant, pourquoi les Françaises fascinent-elles tant? Voilà. Je passe tout de suite la parole à Sophie Fontanelle qui va nous présenter les personnes qui se sont levées de bon matin et qui sont là pour converser avec elles. Merci beaucoup. Alors effectivement, les Françaises fascinent, vous les premières, et nous juste après. Et on a tout à fait conscience, et on en a parlé quand on organisait cette sorte de causerie, puisque vous allez participer, vous allez voir, mais on avait tout à fait conscience qu'en fait, c'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, et c'est en fait pour ça qu'il est intéressant, parce que c'est sans fin, c'est comme dans les magazines, quand on fait des modes d'emploi, et on dit aux gens, il ne faut pas faire, mettons, un total look, mais les gens, pendant des années, disent, redites-moi qu'il ne faut pas faire un total look. C'est comme si, en fait, c'était à l'infini, et je pense que le mythe de la Française, il est à l'infini. Alors, pour en parler, elle, c'est Sonia, Sonia Sief. Sonia est photographe, elle a écrit un livre qui s'appelle Les Françaises, et ce qui est amusant, c'est qu'on a beaucoup parlé de la manière d'un fille, surtout. Oui, tu l'as. C'est vrai. Imagine, je suis écrivain, donc j'y écris. Tu vas voir, je dis écrit pour tout. Et on parle tout le temps des vêtements des Françaises, et de ce qui définit la Française, le vêtement. Les femmes, dans son livre, sont nues. Donc ce sera amusant de voir ce qu'il y a de ce que c'est qu'une Française toute nue. Ouais, ça me passionne. Lorraine Bastide est journaliste. Bonjour. Ça marche ton micro? Et Lorraine, elle était avec moi, elle travaillait avec moi à elle, donc je la connais bien, je peux la coincer sur beaucoup de sujets, surtout. Et Lorraine a un podcast qui s'appelle La Poudre, je ne sais pas si vous connaissez, et elle sort cet automne un livre avec Jeanne Damas sur en fait, justement le mythe de la Française. Hein, de la Parisienne plus précisément, un autre marronnier. Voilà, on adore les marronniers et tout à l'heure on va vous en faire manger. Et Caroline de Maigret, aucun de vos micros ne marche, c'est ça? C'est peut-être un truc que j'ai fait exprès pour ne faire que parler moi. Et Caroline de Maigret est productrice. Tous ceux qui ont pensé que j'allais dire mannequin ont faux. Elle est productrice. Il un temps. Oui. Non, mais tu dis encore par moment, mais c'est vrai que moi qui la connais bien, ça la définit vraiment. C'est restrictif par rapport à tout ce que tu fais. Elle est aussi extrêmement drôle dans des sortes de vidéos qu'elle fait. Et elle n'était pas toute seule, elle était plusieurs. Elle a écrit un livre, alors là j'ai dit écrit, qui s'appelle How to Be Parisian, et qui est un bouquin hilarant. Car il venait après un autre guide qui a eu un succès phénoménal et mondial, ainsi que le tien, qui a eu un succès mondial, qui était le guide d'Inès de la Fressange. Et en fait, elle a pris, sans vouloir d'ailleurs prendre le contre-pied, mais il y a un truc qui est hilarant dans ce guide, il prend à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, la Parisienne devient quelqu'un qui fait croire des choses qu'elle ne fait pas dans la vraie vie. Donc c'est vraiment très très drôle de le prendre au second degré. Oui, c'est-à-dire que ça démontait le mythe à l'américaine. Voilà, parce que on va parler que de ça. Donc, moi, la question que je voulais vous poser à vous, déjà, pour commencer, où elle n'est pas arrivée, Jacqueline? Bon, alors, Jacqueline va venir. C'est la Jacqueline française d'Orta. Jacqueline va venir. Jacqueline Ngo. A-M-P. Oh, j'arrive jamais à dire son nom. Aide pour la manière de prononcer le nom de Jacqueline. Non, c'est pas ça. Jacqueline est à la source d'un truc très important qui s'appelle Little Africa et qui montre toute la vivacité et surtout l'ultra-modernité de la culture africaine dans ce qu'on peut en voir dans la culture aujourd'hui, dans la vie courante. C'est vachement important parce que ce travail n'avait pas été fait. Et elle a écrit un livre qui prend c'est l'Afrique à Paris, qui raconte un petit peu justement toute cette culture à Paris, comment on peut la trouver, et on se rend compte que c'est un sujet qui n'avait pas été traité, et son travail, elle est prise dans les embouteillages, son travail il est très 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 important.
Et si vous voyez son nom écrit, vous comprendriez pourquoi je n'arrive pas à le prononcer, parce que j'ai demandé tout à l'heure comment on le prononçait, et c'est vraiment difficile parce qu'il faut sauter des voyelles et des consonnes. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que ce mythe de la française, pourquoi est-ce que ça continue de fasciner, ce que elle disait en annonçant le truc, mais comment ça se fait, alors qu'on a l'impression qu'on en a entendu parler et qu'on n'en peut plus d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'on en peut encore, en fait? Alors Lorraine, toi qui viens de t'y coller. Oui, je viens de m'y coller. La question s'est d'ailleurs posée parce qu'il y a effectivement eu des livres qui ont parlé d'Ignace de la Fresson. J'ai évidemment celui de Caroline et sa bande. Est-ce qu'il y avait encore des choses à dire? Eh bien, moi je crois justement que si on en parle sans cesse, c'est parce qu'elle est tout le temps à déconstruire en fait. Et Caroline expliquait qu'elle avait un petit peu pris le contre-pied du mythe de la française vue par l'Amérique, par les États-Unis en faisant son livre. Et moi j'avais l'impression qu'il y avait encore quelque chose à déconstruire à partir du livre de Caroline, parce qu'en fait elle est multiple, on peut pas l'épingler en fait, la Parisienne. Donc ça s'épuise jamais, on n'aura jamais fait le tour de tout ce qu'elle est, parce qu'elle est plein de choses à la fois. Qu'est-ce que tu en as vu de nouveau toi par exemple? Nous dans le livre qu'on a fait avec Jeanne, on a été rencontrer 20 Parisiennes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres en fait. Donc nous ce qu'on a été montré c'est sa multiplicité justement. Qu'elle n'est pas du tout facile, elle n'est pas forcément toujours en jean brut, en ballerine, elle peut porter des vêtements bariolés, violets à paillettes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, on a vraiment essayé de montrer qu'elle avait en fait plein de facettes, et surtout, finalement, on est arrivé à la conclusion que ce qui faisait la Parisienne, c'était Paris. Et le livre, à la base, on voulait l'appeler Les Parisiennes, enfin on cherchait un mot autour du mot parisienne, un titre autour du mot parisienne, et finalement on l'a appelé À Paris, parce que ce qu'elles ont en commun, ces femmes-là, qui sont pour la plupart pas nées à Paris du tout, c'est d'habiter Paris. Et quand on habite Paris, il y a quelque chose qui vient dans l'attitude, dans la façon de vivre sa vie, il y a une espèce de... Je pense que c'est l'histoire qui invite les murs de la ville qui finissent par diffuser leur énergie en nous. On arrive à cette conclusion-là, en fait. La Parisienne, c'est Paris. Ouais, moi je pense que c'est ça, en effet. Je pense surtout que la Parisienne, ou la Française, est profondément libre. Libre d'être, libre de faire, et qu'on s'octroie cette liberté. Et je pense que c'est ça qui, en fait, pour les étrangères, représente une vraie inspiration, c'est cette liberté. Et donc, elle est infinie, en fait. Et on part toujours de la perfection de la Parisienne pour elle, et en fait, je pense qu'elles n'ont pas réalisé que c'était ça qu'elles aimaient en nous. Elle prend des libertés, souvent les étrangers disent ah bon, tu t'es pas coiffé, ah bon, t'as fait ça. Bon. Et on a, à Cannes, par exemple, c'est fascinant de voir que les femmes les mieux habillées sont de loin les Françaises, et c'est souvent parce que justement, elles ne sont pas habillées, non pas qu'elles soient nues comme tu les as. Même si je suis super pour justement qu'on s'occupe de soi. Voilà Jacqueline. Ouais. Ah. Bravo Jacqueline. On pensait te mettre Nina en te disant que c'était terrible que tu sois arrivée en retard, mais on va pas le faire. C'était très français. Voilà une première liberté, c'est d'arriver en retard. Et, non mais c'est vrai, c'est cette détente, c'est prendre des libertés sur tout, prendre des libertés sur tout l'école. Alors on va la détendre. Toi qui les as mises toutes nues, les Françaises, est-ce que tu penses qu'elles se mettent toutes nues plus facilement, tellement elles sont libres? Toi qui les as déshabillées, est-ce que tu penses que les Françaises, elles se mettent toutes nues plus facilement parce qu'elles sont si libres? Oui, je pense qu'elles ont un naturel, et je l'ai vu quand j'ai travaillé avec elles. Elles posent sans... En fait, même dans le corps, dans la façon dont elles s'occupent d'elles, leurs ongles, même des choses, des détails, leur épilation, par exemple. Tout est assez... il y a toujours cette espèce de truc très français de épiler mais pas surépilé, le corps n'est pas non plus trop musclé. Il y a quelque chose de l'ordre du... On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, personne ne doit s'approcher de nos jambes. On est épilé, je précise, mais c'est pas... on n'est pas musclé au possible, bronzé. Rien n'est trop under control. Il y a quelque chose d'un petit peu laissé aller qui est, je pense, caractéristique de la femme française. Et tu le fais venir d'où, toi? Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné d'où ça vient?
Parce que c'est quand même pas le fait de vivre à Paris, c'est quand même pas... Non, on a une façon de... Tout dans notre gestuelle, dans notre façon... On n'est pas surtendu quand il y a un côté un peu laissé aller dans la française que je trouve assez... On n'a pas le cheveu gras, mais presque. Moi, ce que je trouve fascinant, que peut-être vous avez une explication les uns les autres, c'est que... Moi, j'ai une explication. Je parle dans le bouquin, d'ailleurs. Je pense que c'est vrai que la française, elle a très envie de paraître intellectuelle, ou en tout cas, elle a envie de montrer qu'elle fait d'autres choses dans la vie que de s'occuper d'elle. Et c'est vrai que ce petit laisser-aller laisse imaginer à l'autre qu'elle a une vie à côté où il se passe des choses, où elle est en train de bouquiner, voilà, faire des choses. Et je pense que c'est ça, cette petite marge de laisser-aller qu'il y a avec une autre. Voilà. Alors que je sais pas si on a plus de bouquins qu'elle. Est-ce que tu trouves que les Françaises ont un laisser-aller? Est-ce que tu ressens chez toi un laisser-aller? Parce que là, on a du mal à le penser. Allô? Ok. Oui, il y a ça en fait, parce que... Alors moi, je vais prendre l'exemple juste d'une artiste qui a travaillé dans mon livre, et qui parle justement de se laisser aller, mais qu'elle retrouve chez d'autres Françaises aujourd'hui, justement issues de la diversité, qui sont très 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 coquettes en fait, qui voilà, sont beaucoup dans leur bien-être, prendre soin de soi, etc. etc. Et elle trouvait qu'il y avait justement cette nostalgie en fait chez la Française d'antan, et qui continue d'ailleurs, qui est l'image que les étrangers ils ont, c'est-à-dire que la Française a une image très très forte à l'étranger et à travers toutes les communautés, y compris aux États-Unis notamment. C'est assez dingue. Moi, en vous posant la question, je m'étais posée à moi-même avant de venir, et je me disais qu'il y avait quelque chose chez nous, dans notre culture, de très dingue entre les codes de coquetterie que nous avons posés, qui ont été posés par des Françaises, et évidemment que la culture japonaise ou d'autres cultures ont des choses très 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 fortes, mais il y a ces codes de coquetterie, je pense qu'on a été à même de les démonter, parce qu'on les a montés en fait. Et que le fait de se mettre une mouche pour se décorer un sein, le fait de s'inventer des coiffures, en fait, ce qui a été très fort avec les Françaises, on dit en gros, je ne sais pas si vous savez, que c'est la France qui a inventé la mode, et si elle l'a inventé, qu'est-ce que c'est la mode? C'est sortir d'un code, c'est-à-dire de vêtements traditionnels, pour oser aller ailleurs. Je pense que comme on est les chefs de ça, on sait jouer avec en fait. Puisqu'on appelle ça jouer avec les codes, mais il y a, dans beaucoup de pays, la coquetterie est liée à quelque chose de très codifié et pas chez nous. Et bon. J'ai d'ailleurs eu, moi, beaucoup de difficultés avec mon éditeur qui était américain. Parce que comme on disait des choses de femmes d'aujourd'hui et qui ne correspondaient pas aux clichés qu'ils ont de nous, et je pense qu'en effet c'est marronnier et que ça marchait très bien comme ça, et c'est là, non. À un moment, par exemple, le personnage passe par le supermarché, prend une pizza congelée et rentre chez elle, et elle me fait ah non, jamais, la Parisienne cuisine. Et je fais oui, en effet, elle cuisine, et puis il y a des jours où elle ne cuisine pas, et c'est comme ça, et elle peut ne pas cuisiner pendant une semaine. Et ça, j'ai mis à peu près 6 mois à faire accepter cette phrase. Et il y a plein d'autres détails comme ça, mais c'était assez intéressant, comme ils avaient très peur en fait que j'abîme ce cliché, alors que c'était tout le principe du livre, c'était de dire mais non, en fait, tout ça c'est pas comme ça, mais ça revient à la même personne. Donc c'était amusant. Et les unes et les autres, est-ce que vous avez une idée de ce que... Est-ce que vous êtes venus parce que vous vous sentez tellement française et tellement cool d'être française, ou est-ce que vous êtes venus pour nous regarder? Là, qui ne se sent pas complètement dans la peau de cette française qu'on décrit? Je vois une main qui se tend. Est-ce qu'on peut lui filer un micro à... Ouais? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui veut intervenir? Je voudrais être naturellement chic comme les Françaises, mais je pense que c'est toujours impossible pour moi. Vous êtes anglaise? Non, je suis américaine, de Californie. Mais ce qui est juste dit ça, mais ce qui est fou, c'est que
nous, on a eu, c'est pour ça que c'est vachement intéressant, parce qu'en fait, c'est un mythe, ce truc de France, qui correspond quand même, on l'a vu, à une réalité, mais nous, je ne sais pas vous, mais nous les États-Unis, enfin, ma génération, moi je suis née en 62, ma génération, les États-Unis, c'est de là qu'est venu tout le cool. Ouais, tellement de cool. Ben voilà, c'est-à-dire que pour nous, c'est pour ça qu'on vous a bien enflé, comme on dit en français, parce qu'on a réussi à vous faire croire que ça venait de nous, alors que c'est quelque chose aussi qu'on vous a volé. C'est drôle, comme chacun, c'est comme les gens qui ont les cheveux frisés qui les voleraient, et les gens qui les ont raides et qui les veulent friser. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense surtout que les plus grandes parisiennes sont étrangères. Ouais. Jane Birkin, Charlotte Rampling, Romy Schneider, Joséphine Baker, donc c'est amusant. Il y a Brigitte Macron, quoi, qui est française. Ouais. Moi, j'avais juste un truc qui me venait pendant qu'on parlait de cette façon un peu particulière d'être élégante. Je crois que les Françaises, et peut-être les Français, et peut-être que c'est là cette espèce de façon historique qu'on a de disserter. Je veux pas contredire Caroline, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tradition intellectuelle forte en France. Je sais pas si on lit plus de livres ou si on veut faire croire qu'on en lit plus. Non, mais tu disais sur le ton un peu ironique, et tu as tout à fait raison. Mais on est aussi un pays où on disserte. On apprend quand on est petit à disserter, à dire d'un côté, de l'autre, au final, une petite synthèse, etc. Et en fait, je pense que la française et son élégance et sa façon de vivre, même de se nourrir, de cuisiner, comme tu le disais très bien, c'est un espèce d'art de la synthèse. Et c'est pas chercher l'équilibre, comme je pense pourrait le faire peut-être une américaine. C'est peut-être plus une façon c'est que soit trop peu, soit je ne me maquille pas du tout. Ça, je mets un rouge tellement éclatant qu'on ne voit plus que ma bouche. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, dans la façon de s'habiller aussi, de savoir porter un costume qui coûte 2000 balles, et de mettre son code de vie dedans. Et puis le lendemain, porter un t-shirt Zara, le même pendant une semaine. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi qui est très français, qui est très parisien. Voilà, un équilibre qui n'est pas un entre-deux. Alors bonjour, Nadine du blog Asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors moi j'ai lu Sophie que j'ai rencontrée. J'ai lu également votre livre, Ma Little Africa. Sincèrement, moi j'ai du mal à me retrouver dans How to be parisienne ou autre parce que je ne me sens pas visée ou concernée. Ce genre de femme, ça reste un mythe parce que vous le créez en fait tout autour. Et moi, je ne ressens dans aucune de ces parisiennes. En plus, venant de banlieue, où j'ai même parlé de copines qui viennent de province. Donc pour moi, le how to be parisienne ou être parisienne, c'est parfois le côté un peu hautain, chic, qui n'est pas forcément positif par rapport à d'autres personnes. Parce que moi, je me dis, nous aussi en banlieue, on est chic, on est autre, mais nous, on n'est pas représentés. Alors qu'on va lire le how to be parisienne, j'ai l'impression qu'on y a une espèce de code où on est tout enfermé dedans, et si on n'y colle pas, c'est pas ça, c'est pas bon. Mais après, ce que moi j'aime bien, par exemple, c'est la liberté, par exemple, de Sophie, de laisser ses cheveux blancs, parce que, en gros, je vais pas dire le mot, on s'en fout, on prend cette liberté. Là, je me retrouve dans certains critères de la parisienne, mais pas dans tous les écrits, malheureusement, parce que je trouve, par exemple, Sophie, elle a cette liberté de parole où elle va réussir à toucher tout le monde, ne serait-ce par son quotidien. Je ne sais pas si certains vont la suivre sur son Instagram, où il y a vraiment des clins d'œil. Et on va faire après 2 fils, les gens qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas. Ceux qui suivent tout le monde, tout le monde va être mis en groupe. On m'a coupé la parole, on m'a remis la parole, censure. Et donc, tout ça pour dire que par exemple, My Little Africa, moi j'avais l'idée de le faire quand ça a été fait, je trouve qu'il est bien. Et je me dis, mais enfin on est là. C'est vrai que la parisienne, elle est diverse, mais on ne la retrouve pas forcément dans tout. Bien sûr, on va s'y coller, on va dire, tiens, moi aussi j'aime bien porter ça, mais par exemple, nous aussi, c'est pas rentrer que dans un cliché que par exemple, la parisienne ne peut pas mettre quelque chose de bariolé, parce que vice-versa, on peut tout mettre un jean et autres, mais il y en a par contre qui disent, on aimerait bien voir autre chose. J'ai des amis, on va dire, étrangers, new-yorkais, ils sont déçus quand ils arrivent à Paris à cause de ces clichés. Ils disent, mais elle est où la parisienne, ma fille? Elle est où la parisienne autre? Mais quand ils la voient dans Stan Smith jeans, ils sont déçus, je sais pas, c'est ça aussi la parisienne. Voilà. Ouais, alors d'abord, je pense que la parisienne, moi, c'est pas moi qui ai décidé que j'étais parisienne, c'est en allant à l'étranger qu'on a dit que j'étais parisienne. Et c'est vrai qu'à force, quand je me retrouvais dans le Vogue américain, en images, en photo, et qu'on disait, la parisienne, bon, j'ai commencé à me poser un petit peu la question, donc c'est vrai que c'est pas moi qui ai instauré ce mythe, c'est l'étranger. Ensuite, je pense que dans le livre, on parle très peu de style, on parle quand même, c'est quasiment plus de l'amour,
l'amitié, des relations au travail, plus que dans la vie parisienne. Donc je pense que c'est plus allié sur la femme. Ouais, ah oui, alors globalement, moi je n'ai pas écrit globalement le mien, mais ouais. Voilà. Mais là, moi c'est plus sur la femme libre que justement je suis un peu surprise parce que je trouve qu'il n'y a pas d'enclave dans notre livre. D'accord. Mais juste, parce que je crois que je vois ce que oui, je comprends aussi. Qu'est-ce que c'était? Non, mais je comprends tout à fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... je sais pas, Jacqueline, peut-être, parce que je pense que tu as toi beaucoup réfléchi à ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les États-Unis, en fait, quand on pense, si on est là, on est en train de penser à ce que c'est que l'allure américaine. Moi, je ne pense pas forcément, même si je la trouve assez chic, Melania Trump, je ne pense pas forcément à elle, je pense à oui, non, mais je ne suis pas en train de faire une hiérarchie. Tu vois, je dis, je vois que Melania Trump n'est pas du tout déshonorante dans sa manière de, au contraire. Mais si on me demande ce que c'est, effectivement, j'ai Michelle Obama, j'ai plein d'images de femmes noires, plein, qui me viennent presque en premier aujourd'hui sur ce que c'est Rihanna, sur ce que c'est qu'une femme qui a de l'allure, qui a du charisme. Et pourquoi est-ce que la France a pris du retard, en fait? C'est ça, hein, parce que c'était ce que Caroline tout de suite a dit quand elle a parlé de toi, elle a dit mais c'est super important de la faire venir, parce qu'en fait, il y a un truc qui ne va pas, que la France elle a pris du retard, en fait, à reconnaître sa diversité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il y a eu, et c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais une sous-représentation de toute la population française dans les médias. Et pour rebondir sur Michelle Obama, c'est vrai que par exemple, il y a eu une grosse polémique il y a 3 ans par rapport à quand elle est arrivée en fait au pouvoir, où il y avait eu un article hyper polémique, on disait que ça y est, toutes les femmes noires vont adopter maintenant le chic de Madame Obama, la black choisie en fait. Voilà, et c'est vrai que c'était assez surprenant parce que effectivement aujourd'hui on est content de voir qu'il y a de plus en plus de médias et de magazines aussi, et il y a des figures auxquelles on peut toutes s'identifier en fait, tout en intégrant les codes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parisienne, elle va être chinoise, elle va être africaine, elle va être nord-américaine, elle va être tout, mais elle va être aussi française et parisienne en fait, parce que comme le disait si bien Caroline, c'est à l'étranger en fait qu'on se rend compte qu'on est parisienne. C'est-à-dire que moi, j'ai été aux États-Unis, voilà, vous dites que vous venez de Paris, mais jusque-là ça va, mais c'est dans les manières, et surtout dans le parfum en fait. On a ce truc-là avec le parfum. Je pense qu'on a tout intégré, mais quand vous allez aux États-Unis, le parfum, c'est pas quelque chose qui est dans leurs mœurs en fait. Donc juste de se parfumer, d'avoir divers parfums, pour un Brésilien, pour un Américain, on vous reconnaît tout de suite comme une Parisienne en fait. Et ça, je pense que c'est des codes qu'on a toutes parisiennes, et que c'est important d'être représenté en fait aussi, et de montrer que en fait on a une double culture, et que voilà, c'est une culture qu'on intègre et qu'on porte aussi fièrement en fait. Et on a aussi nos racines en fait. Voilà, je ne sais pas si je suis assez claire. Non, mais tu l'es tout à fait. Et pourquoi le retard? Ah oui, pourquoi le retard? Je pense que déjà, dernièrement, j'étais à un meeting, et il paraîtrait qu'on a toujours 30 ans de retard en fait, la France par rapport aux États-Unis. Donc c'est un peu... je pense que la France a du mal souvent à être très lente dans la manière de capter en fait ce qui se passe autour d'elle, et c'est dommage parce que je reprends encore une fois de plus les États-Unis, la diversité c'est une force, c'est vraiment une opportunité, et on le voit dans toutes les figures les personnalités américaines qui nous fascinent, qui reviennent toujours, elles sont multiples en fait. Et en France, il nous faut ça en fait, qu'on embrasse vraiment tout ça. Et ça commence à peine à bouger, puisque tu parlais de la polémique qu'il y avait eu au moment de Michelle Obama, et Lorraine et moi on travaillait à elle, donc Lorraine elle va pouvoir en parler. Et en fait, ce qui était complètement dingue, ce que nous on a réalisé, c'est que là maintenant, on s'en rend presque plus compte, parce qu'il y a eu l'exposition de la Fondation Cartier sur le Congo. Donc en fait, l'élégance de l'Afrique, l'élégance dans le costume africain, mais aussi l'élégance de vouloir être un peu Monica Vitti, car dans tous les pays du monde, à Cuba, partout en Afrique, les femmes, elles s'arrangeaient, l'élégance de ces jupes, de toutes ces photos de ces Keïta, de ces femmes qui mettaient des tailleurs un petit peu comme dans la Dolce Vita, avec des tongs, tout ça, c'était comme si, au moment où il y avait eu cet article, c'était comme si tout ça, en fait, n'avait pas existé, alors que la sape Gucci aujourd'hui,
Grace Wells Bonner, qui est une couturière absolument géniale, une styliste géniale. Tout ça, ça vient de là, et c'est un apport colossal, en fait, dans notre culture. Cet article m'avait tellement, moi, choquée à l'époque. T'inquiète pas. m'avait tellement choquée à l'époque que je suis aujourd'hui en train d'en faire un sujet de mémoire. J'ai repris mes études, je fais un master en études de genre. Et je que tu avais été en échec scolaire, tu n'avais fait que Sciences Po déjà. Oui, j'en avais pas assez. Et cet article s'appelait le Black Fashion Power. Et ce qui était extrêmement choquant dans ce papier, c'est qu'on mettait côte à côte des femmes noires qui n'avaient pas grand chose en commun à part le fait d'être noires. Donc Michelle Obama, Solange Knowles et une styliste britannique qui s'appelle Sarah Jermois, en bref. Oui. Et c'était genre incroyable, les femmes noires sortent des codes du streetwear pour s'approprier enfin l'élégance des podiums. Enfin, j'étais en congé maternité quand l'article est sorti, je tiens à le préciser. Mais je pense qu'en France, on a un véritable problème qui est ancré dans nos institutions, dans notre façon d'envisager la diversité, c'est qu'on est un pays fondamentalement universaliste. C'est-à-dire qu'on a du mal à envisager le fait que la culture française soit une culture qui soit d'emblée multiple. On envisage la France comme un espèce d'hexagone blanc, alors que ça fait des siècles que la France comprend des territoires des Antilles, de l'Afrique, des îles du Pacifique. La France n'a jamais été blanche en fait. Et sauf qu'en France, on a cette espèce d'idée qu'on est forcément tous égaux, on ne veut pas nommer la race sur le plan sociologique. Dès que cette question est soulevée par des associations antiracistes, par exemple, on fin de hurler au scandale, genre il n'y a pas de race. Si, il y en a, il y a des différences quand on regarde, par exemple, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, il y a des différences qu'on refuse de mesurer. Aux États-Unis, on les mesure. Aux États-Unis, on compte le nombre de noirs, de blancs, d'asiatiques, et ça paraît encore très choquant en France. Je vois des visages dans la salle qui se décomposent, mais c'est quelque chose sur lequel il faut arriver et surtout il faut compter. Mais surtout, on ne prend rien au code américain, puisque moi, par exemple, venant d'une famille arménienne en partie, moi je suis considérée, et un peu indienne, je suis considérée comme noire aux États-Unis. Donc on est considéré comme rien à leur code en fait. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est compter, et le magazine Elle et la plupart des journaux français refusent de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça ne vient pas naturellement, si sur 2 ans, quand on compte le nombre de couvertures, donc 2 ans, 52 semaines, 104 numéros, on a mis 2 femmes noires en couverture, c'est qu'on a un souci. Et on ne peut pas dire ça va venir tout seul, les mentalités évoluent. Attendez, au bout de 5 siècles, c'est toujours pas là, donc il y a peut-être un truc à faire. Et il faut qu'il y ait une démarche volontariste de la part des magazines féminins, de la part de tous les médias en général. Moi, c'est ce que je tente aussi de faire, par exemple, dans mon podcast La Poudre, de ne pas donner l'impression que les femmes qui représentent la France soient que des femmes blanches de Saint-Germain-des-Prés. C'est quelque chose qui doit être fait de façon, je pense, consciente, active et même presque militante, j'ai envie de dire, pour que ça évolue. Merci pour ce rappel. Je pense qu'en France, il y a véritablement une crispation en fait, dès qu'il s'agit des questions en fait, raciales. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça. En fait. Il faut qu'on arrête de dire le mot black. Il faut qu'on dise noir, tout simplement. On est des noirs. Et je pense que il ne faut pas hésiter à en parler, et en fait, et aussi que certains magazines, en fait, n'hésitent pas à demander tout simplement conseil. Il y a plein de blogueuses, de journalistes aussi, ne serait-ce que juste passer un coup de fil, en fait, et demander, voilà, on va sortir un papier, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'article ne va pas choquer? Parce que souvent, il y en a tellement qui sortent tout le temps, tous les 2 mois, il y a un nouvel article, en fait. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ou est-ce qu'on ne nous entend pas? Et souvent, ça porte la polémique parce que les gens sont énervés parce qu'on ne comprend pas qu'en 2017, il puisse y avoir des clichés encore et encore qui sont véhiculés. Les cheveux, par exemple, Omar Sy ou la journaliste Audrey de Pulvar qui lâche les cheveux en afro, et on a des magazines qui l'attaquent en disant elle ne sait pas quoi faire, ou Omar Sy, qu'est-ce qui s'est passé, il a les cheveux frisés. Et on a du mal en fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de représentation, puis une crispation. Enfin, la France, elle est diverse. La présence africaine en France, elle est très ancienne, et je pense qu'il serait temps que les gens en prennent conscience et qu'on en parle en fait sans être stressé. En fait. Tout va bien, on est cool. Il n'y a pas de cette histoire, et je pense qu'il faut parler avec l'histoire de manière très détendue en fait, et pas du tout rentrer dans des questions tout de suite de social, de revendication, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, comment. Enfin, voilà.
Mais tu sais, Jacqueline, quand cette histoire de elle, qui est restée dans les mémoires, est sortie, moi je trouve qu'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est que ça, en tout cas dans ce journal que nous avons quitté, nous, mais c'est peu importe, pour d'autres raisons, dans ce journal, ça a été une révolution, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience, elle a été très violente, et je me souviens de la direction du journal qui justement a dit, mais comment on peut faire un papier sur des femmes noires sans appeler une seule femme noire? Tout d'un coup, il y a eu quelque chose, donc je pense que ça bouge, parfois violemment, mais ça bouge. Et je voudrais, puisque tout à l'heure on parlait de deux choses. D'un côté, il y a le physique, on en vient et puis il y a l'attitude. Et l'attitude, celle-là, elle est, peu importe l'âge, la couleur de peau, etc. Et l'attitude de la française est liée à un certain érotisme supposé. Et donc, je voudrais qu'on discute maintenant de savoir si c'est faux, cette histoire, ou s'il y a en fait chez nous quelque chose d'un petit peu plus attirant, physiquement, érotiquement. Et donc Sonia, puisque tu es spécialiste de la nudité mondiale, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose en fait, ou est-ce que c'est un enfumage? Je pense qu'il y a une façon, oui, sexuelle. La femme française a une façon de s'exprimer, même dans la façon de faire l'amour. Quand je parle à mes amis ou quand je compare nos façons de faire avec d'autres amies étrangères, je trouve qu'on a une autre façon de faire l'amour, très clairement, et que ça se sent par exemple... Tu peux nous montrer? Non, mais il y a quelque chose d'assez naturel. je vais le faire tout de suite, juste après. Il y aura une petite session. Je sais pas, et pardon, j'en parle très... c'est assez délicat et assez intime, mais par exemple, je sais pas, on va pas parler de simulation là maintenant, mais il y a quelque chose d'assez réel et véridique chez la femme française. Quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. On est un peu chieuse, on le sait quand même. Je dois pas être tout à fait française en fait, c'est ça. C'est horrible, je prends ça. Et il y a quelque chose de vrai, de pas artificiel dans tout ce qu'on est, dans notre façon de nous approprier notre corps, dans notre façon aussi de revendiquer ce qu'on est, dans la façon dont j'ai travaillé avec ces femmes qui posaient sans en faire des tonnes en fait. Il y avait quelque chose d'ultra naturel, comme si on avait toujours été nudiste. Je sais pas. Alors qu'on n'est pas un pays de tradition nudiste. Non, on n'est pas un nordique. Il y a quand même un rapport un petit peu plus sophistiqué que la femme nordique, mais j'ai l'impression que oui, que la sexualité de la française explique beaucoup de choses de ce qu'elle est, et peut-être que je me trompe, et après je vais pas faire... Non, ça va. Je vais pas parler de... Mais t'as pas l'impression, Sonia, que tout notre montage psychologique, en tout cas, je suis pas en train de dire qu'on est comme ça, mais toute cette construction, c'est-à-dire d'être un peu comme ça, de tout ça, c'est pas une séduction, tout est au service d'une séduction. Oui, clairement, mais en fait, c'est toujours du oui-non. C'est-à-dire que la française, elle est inclassable, elle est insaisissable, elle se joue des définitions, elle ne veut absolument pas être rangée dans une petite boîte. Et je pense que ça fait partie de notre caractère de dire oui en pensant en non et de dire non en pensant oui. Et donc dans la façon dans le corps, c'est exactement pareil. C'est que même s'il y a un laisser-aller visuel, il est toujours calculé, il est toujours maîtrisé, on est toujours impeccable. En fait, on se joue des définitions, c'est vraiment tout le truc de... C'est pour ça aussi, je pense qu'on continue à fasciner, c'est qu'on n'arrive pas à être catalogué. C'est ma... Je pense aussi qu'on porte en nous l'histoire littéraire de notre pays, aussi le romantisme et les liaisons dangereuses, Valmont, voilà, et qu'il y a une sacralisation de l'amour chez la française, mais pas du sexe en fait. Que je pense que le plaisir, c'est autre chose. Et en effet, on se donne le droit d'avoir le plaisir, et que l'amour, c'est ça qui est sacré en fait. Je crois que c'est tout un rapport à la séduction. Non, moi, ce qui m'a naturellement, c'est des images de Brigitte Bardot à poil sur le lit dans le mépris, quoi. Ça, c'est parce que tu lui ressembles, en fait, c'est pour ça. Oui, c'est gentil, ça me suffit du film, maman, bientôt 40 ans. Non, mais il y a quelque chose aussi qui a été... voilà, Caroline parle de littérature, il y a aussi évidemment le cinéma, enfin, c'est un mythe qui est aussi très entretenu par la culture, quoi. D'ailleurs, c'est presque emmerdant si on n'est pas naturellement sensuel, on a l'impression de ne pas être complètement...
conforme au cliché, à la vision de la française qu'on peut... Moi, je pense qu'on peut rendre les gens fous avec ce concept. Parce que entre Jeanne Moreau, extrêmement maquillée, maquillée, très apprêtée, avec ses cheveux bien mis, et cette fameuse coquetterie qui pour moi est absolument déterminante, et c'est peut-être un vrai pont justement culturel, cette espèce de coquetterie entre de gens de toute origine, et le laisser aller, c'est là où on rend les gens fous. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à le faire. C'est que le chignon d'une Française, il contient une coiffeuse des années 50 qui te le fait impeccablement, et en même temps, il contient de l'abandon. Donc, même nous, on ne saurait pas le refaire. Vous savez, quand les gens disent, quand quelqu'un, dans la mode, quand quelqu'un a un truc bien fait, on lui dit, mais comment t'as fait? Oh, regarde pas, j'ai pas fait attention, en fait. Pas fait attention, elle a fait des vidéos de 2 heures dessus, sur la prise de tête que c'est. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ça arrive, le micro. Oh, pardon. C'était un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à pourquoi la France a 30 ans de retard, et un peu par rapport à ce que tu disais, Jacqueline, sur le fait que, par exemple, il y a un manque de représentation, la question de l'article, qui est comme... En fait, c'était 2012, donc en fait, depuis 5 ans, est-ce qu'il y a, entre-temps, il y a eu les articles dans le public, dans Voici, etc. Je pense qu'il y a aussi vraiment un problème d'inclusion à la base. C'est-à-dire que même, par exemple, là, on parle de la Parisienne, quelqu'un a dit dans le public, je ne me reconnais pas forcément dedans, mais parce que je pense que, outre le fait que c'est défini par rapport à l'étranger, moi, par exemple, quand je vais à l'étranger, pour les étrangers, que ce soit en Turquie, que ce soit en Inde, je ne suis pas française, je suis ou afro-américaine, où je suis africaine, mais je ne suis pas française. Donc je pense aussi qu'il y a aussi une vraie question de, quand on dit déjà même la Parisienne, quand on crée des guides, quand on en parle et quand on parle justement d'un mythe, à partir du moment où dès la base le mythe, alors qu'on sait qu'on a une présence noire, une présence asiatique à Paris depuis des années, des siècles, en fait, à partir du moment où on ne considère pas qu'on en fait partie, forcément c'est difficile de faire en sorte qu'on puisse apparaître, dans toute sa diversité. Et pour la question du journalisme aussi, c'est ça, c'est que comment on fait pour ne pas écrire un article sans appeler une femme noire, mais il faudrait que déjà dans les rédactions, il y ait des femmes noires. Et en fait, en 2012, c'était pas le cas, visiblement aussi peu. Est-ce que c'est plus le cas en 2017 chez elle? Je ne suis pas sûre. Je ne peux pas te répondre pour ce journal. Pour ce journal, ce que je sais, c'est que la représentation dans les défilés de mode explose des femmes noires. Là, pour le coup, ça bouge quand même. Et ça a bougé quand on a arrêté de recruter dans les agences et qu'on a fait des castings de rue. Et en fait, les gens qui avaient le plus d'allure, et qu'on a commencé à vouloir des gens qui avaient le groove, je sais pas quoi là, je parle comme le groove, qui avaient le groove. Et en fait, sont arrivés des gens qui ont été pris, et ces gens-là sont en train de totalement changer. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prétend toujours que, regardez, les choses elles bougent. Oui, d'accord. La réalité, c'est que, est-ce qu'en termes de conditions, de traitement, de ce qu'elles se prennent aussi au visage, pour le fait d'être noire par exemple, le fait de ne pas correspondre au canon, est-ce que c'est si facile et justement, est-ce que ça évolue autant que ça? Il faut commencer par quelque chose. Si tu mets pas déjà la moitié des mannequins, si tu décides pas que dans un défilé à 180 ou 70 passages, je sais pas, tu n'as pas la moitié des mannequins qui ne sont pas blanches, tu risques pas de faire bouger. Il faut l'identification dont tu dis que tu peux souffrir, c'est-à-dire de te dire mais moi je ne peux pas m'identifier à... Mais en fait, ça a été un a priori horrible qu'on nous entendions toujours dans le journal où nous avons travaillé, qui était les gens ne vont pas s'identifier. Si on met un mannequin noir, les ventes vont descendre. Et ça a été longtemps... Oui. Ça a été longtemps le cas, mais Rihanna a changé tout ça, puisqu'aujourd'hui tout le monde s'identifie à Rihanna. Non mais c'est la vérité. C'est-à-dire que longtemps, on disait qu'il ne fallait pas mettre un mannequin noir, sinon ça ne se vendait pas. Et là, récemment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est aussi à nous, en tant que personnes qui travaillent dans la mode, moi, en tant que photographe, par exemple, j'ai imposé clairement des couvertures et des séries avec des noirs, et ça c'est très bien, enfin voilà, ça marche très bien et ça se passe bien. C'est lent, c'est horriblement lent, et je me rappelle du conflit que j'ai eu pour la dernière couverture que j'ai faite, qui est toujours d'ailleurs,
enfin voilà, en couverture d'un magazine. On m'a dit non, on a déjà fait une noire le mois dernier. Et je leur ai dit, et alors, où est le problème? Et donc j'ai imposé les 2 séries sur 17 pages, j'en parlais avec Jacqueline au téléphone, pour leur dire, mais non, mais la série est fantastique, elle a un succès énorme, et je pense que c'est à nous, en fait, voilà, individuellement, de faire bouger la collectivité et de faire... mais... Merci. Je voudrais intervenir, puisqu'on parle de mode et de beauté, pour rappeler qu'effectivement, on sait statistiquement parlant, là au moins on a des statistiques, que la femme noire dépense 3 fois plus qu'aucune autre femme au niveau de la mode et de la beauté. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a des magazines qui parlent de mode et de beauté qui ne s'adressent pas en fait à leur principale consommatrice de ces produits-là. Ce qui effectivement peut paraître frustrant et qui agace énormément parce qu'on se dit en fait on est consommateur de produits qui sont mis en avant dans tous ces magazines. Mais finalement, ne serait-ce qu'au niveau des teintes même de certains produits, on n'est même pas pris en compte en fait. Pour un fond de teint, pour une taille, parce qu'on n'a pas la même morphologie aussi que tout le monde, et bien en fait, c'est très difficile effectivement, quand la jeune fille disait qu'elle ne peut pas non seulement s'identifier à tout, mais c'est vrai qu'également partout où on va aussi en fait, et je ne vais même pas parler des magazines, mais dans des boutiques ou dans des cosmétiques, c'est aussi très difficile en fait, à chaque fois on est mis dans des catégories un peu, où on a vachement galéré en fait pour trouver des produits qui correspondent en fait à tout le monde. Et c'est vrai que ça c'est un problème, et sinon je voudrais rebondir sur la sexualité puisqu'on en a parlé. Ça c'est là pour la femme noire en fait, ça va être très compliqué de pouvoir parler de sexualité parisienne, etc. Parce qu'il y a une vraie problématique, c'est que le corps il a été hyper sexualisé en fait. Donc, et on a encore, si on parle de la femme parisienne américaine, on a encore ces images de Josephine Baker, et qu'en fait partout, à chaque fois qu'on va mettre en avant la femme noire au niveau sexuel, déjà il y a un lourd passé historique qui fait qu'elle a été hyper sexualisée, sur lequel il faut faire hyper attention. On a une femme qui a été exhibée à Paris pour sa morphologie en fait tout simplement naturelle. Et on a encore dans l'imaginaire des gens justement cette femme, comment je pourrais dire, qui a un appétit sexuel limite animal et qui est forcément ouverte et qui forcément provoque en fait. Et ça je pense que c'est quelque chose à casser aussi et à travailler. Et il est dur que quand on montre une femme noire en fait, qu'elle se fasse du nu ou pas, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que forcément elle saute dessus en fait, ou que alors elle soit totalement ouverte. Parce qu'il y a ce mythe en fait qui vraiment traîne dans la tête des gens, on a l'impression que c'est limite c'est de l'exotisme en fait. Donc souvent ce qu'on peut entendre de certaines personnes quand ils draguent, c'est j'adorerais en fait entre guillemets, si je parle régulièrement, me taper une blague, je ne l'ai jamais fait. C'est cette espèce de truc en fait très gênant. Et voilà, et je pense aussi c'est des sujets qu'on devrait aborder parce qu'ils concernent aussi les femmes noires françaises et qu'on doit aussi plus parler dans les magazines, et de parler aussi aux hommes, surtout aux hommes. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais je pense que le regard aussi de la parisienne ou de la femme, elle vient aussi là. Mais la bonne nouvelle, Jacqueline, c'est que les magazines ne sont plus le principal vecteur d'information aujourd'hui, et c'est ça qui change toute la donne, et c'est ça aussi peut-être qui fait que vous êtes là, c'est que ça passe par les réseaux sociaux, et donc ça change tout. Et la vente des produits de beauté va passer par là, la manière et les magazines un jour vont supplier à faire ces sujets qu'ils ne voulaient pas faire parce qu'ils vont comprendre que le monde se déroule sans eux en fait. Je pense que ça c'est une très bonne nouvelle. Je suis d'accord avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se... Bonjour, moi j'ai une question pour essayer de réunir tout ça. Vous avez cité l'émission dangereuse, vous avez parlé, Sophie, de la création de la mode. En fait, on est quand même à Paris, en France, sous une empreinte, je dirais pas un modèle, mais une empreinte aristocratique. C'est ce qui a construit, c'est de là que tout vient. Et on a ce point commun d'ailleurs avec un autre pays qui est le Japon, et on ne l'a pas avec les États-Unis. Il n'y a pas d'aristocratie aux États-Unis, il n'y a pas d'aristocratie dans certains pays scandinaves, enfin, il y a quelque chose autour de ça. Et quand je vous écoute, et quand on voit le monde d'aujourd'hui, le modèle aristocratique, je crois qu'il est vraiment, il s'efface. La Révolution, il y a quelques siècles, mais là, ça s'efface. Pas si Macron réussit son coup à Versailles tout à l'heure. Donc ma question, elle est autour de la transmission. Parce qu'on voit, on sent
comment ce modèle de la parisienne et de la française s'est construit, comment il s'est transmis, s'il n'y a plus de modèle aristocratique, et si donc il y a de la place pour la diversité et pour une autre forme de parisianisme, comment ça va se transmettre? Je trouvais très intéressant que Sophie rappelle l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Effectivement, il y a plus grand monde, je crois, qui lit les magazines féminins. Les gens qui continuent à les lire sont en fait les mêmes qui les lisaient il y a 20-30 ans, sauf qu'elles ont 30 ans de plus. Et je pense que les réseaux sociaux sont hyper importants. Instagram, évidemment, qui est un réseau social sur lequel on est toutes présentes et dont on sert énormément pour véhiculer des nouvelles idées. Et moi, je sais que sur le plan disons de la conscientisation, c'est vraiment grâce à Twitter et à Instagram que j'ai vu émerger des collectifs, notamment afroféministes, qui sont venus mettre sous mon nez ces questions, par exemple l'exotisation du corps des femmes noires. C'est quelque chose, si à un moment donné quelqu'un ne vient pas vous l'expliquer en vous mettant des liens, vous ne pouvez pas vraiment en prendre conscience. Et toute cette vague-là, moi, m'est arrivée par Twitter et par Instagram, et la parole désormais est prise d'une façon complètement multiple. C'était vraiment une espèce de symbolisation de la Révolution française, quand d'un seul coup les campagnes françaises sont venues faire leurs états généraux, apporter leurs cahiers de doléances, et ils étaient lus à l'Assemblée. Aujourd'hui, ces cahiers de doléances, ils sont exprimés de façon complètement ouverte et accessible à tous, grâce à Internet. Et je veux pas prêcher pour mon école, mais le podcast aussi joue un rôle important. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de podcasts où sont représentées les communautés afrodescendantes, et notamment le Chip, qui est un très bon podcast. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Dans les podcasts, on entend parler des voix noires, des voix LGBT, des voix de province, parce que justement elles vont casser cette espèce de monopole parisien, hétérosexuel, blanc, aristocrate, voilà, et permettre de porter une parole qui est tout autre, qui en plus se dilue en longueur. On n'est plus sur le cliché, la phrase résumée en 2 mots en accroche de couverture. On prend une demi-heure, 3/4 d'heure pour expliquer un concept, parce que c'est important. Donc moi je pense qu'il y a une révolution, et j'aime bien que vous parliez de révolution française. Je pense qu'on reste quand même le pays qui a coupé la tête au roi, quoi. C'est bien de le rappeler. Bonjour. Alors moi je voulais intervenir sur le fait d'être métisse. Moi je suis moitié blanche, moitié noire, à Martigny, et j'ai grandi à Lille. Je suis mannequin depuis que j'ai 16 ans, j'ai 35 ans, et j'ai subi un petit peu ce fait de devoir me pousser des portes, parce que je n'étais pas dans les critères. Il y a des critères de couleur, mais aussi des critères autres. Étant dans la mode, j'ai dû me battre aussi parce que j'étais plus petite. Donc il ne faut pas non plus oublier que c'est pas forcément des couleurs, la parisienne, la française. Voilà, les critères n'étaient pas seulement à cause du fait que j'étais mixte, j'étais métisse, etc. Mais aussi parce que j'étais pas assez grande, pas assez grosse, pas assez fine, etc. Et je suis partie en Belgique. Et en Belgique, déjà, moi je suis de Lille, donc du coup la Belgique c'est juste à côté. Et là, il y avait un autre univers. C'était complètement différent. Alors, c'est vrai que la parisienne, ici à Paris, on a un esprit un peu plus carré. On est ouvert, on lit beaucoup, on s'intéresse aux autres, etc. Je sais pas si c'est la fin. Mais en fait, l'ouverture du magasin. Ah, pas de souci. Mais en Belgique, du coup, avec le mix, avec les anciennes colonies du Togo, etc., il y avait une ouverture différente. Et ça ils m'ont ouvert les portes, des possibilités. Ils étaient plus ouverts à l'étranger. Donc à Londres, à l'Allemagne, à la Hollande, c'était un gros marché pour moi, la Hollande. Et en fait, j'ai pas marché à Paris, j'ai marché à l'étranger, et après les Parisiens du coup sont venus me voir, les Trois Suisses, la Redoute, etc. J'étais l'une des premières métisses à faire les catalogues des Trois Suisses, de la Redoute, etc. Et pour eux, c'était une révolution à l'époque. C'était on a notre petite métisse, ça y est, elle marche, et voilà. Et après, je suis partie aux États-Unis, et là, c'était encore différent, parce qu'aux États-Unis, du coup, il y a des quotas, et il fallait qu'il y ait un certain nombre d'Asiatiques, un certain nombre de Blacks, un certain nombre de Dada, et chacun avait sa place. Donc, chaque pays, en fait, fonctionne différemment.
Et en France, on a ce côté parisien, parce que c'est vrai, quand j'étais à New York, même si je suis métisse, j'étais reconnue comme la parisienne. Alors que j'ai pas du tout le look de la parisienne, mais plutôt la brésilienne. Mais dès que je disais, en plus je m'appelais Amélie, c'était Amélie, alors t'es française, et j'étais répertoriée comme la métisse française. Mais quand on parle de mythe, il faut bien préciser pour que personne ne reparte d'ici en pensant que c'est un mythe, c'est un mythe. C'est-à-dire que n'importe qui va à l'étranger, effectivement, peut être reconnu comme français, notamment en premier, quand même, disons-le, on reconnaît un français au fait qu'il soit de mauvaise humeur à l'étranger et qu'il ne veuille pas faire la queue et qu'il gueule, que rien ne va. Mais on sait tous qu'on reconnaît les Français avant qu'ils soient en slim et en ballerine, les filles, on les reconnaît à leur mauvaise humeur. Mais c'est un mythe, et moi, le nombre de... J'ai deux exemples à te donner, tu vas complètement opposé et amusant là-dessus. Je connais une fille russe qui est arrivée en France et qui m'a dit qu'elle s'était assise à une terrasse de café à côté dans un quartier à Paris, et qu'elle a vu passer des filles, et elle s'est dit, mais elle est où la parisienne? Parce qu'elle ne comprenait rien, elle voyait passer des filles, et elle ne reconnaissait pas du tout ce qu'elle imaginait être une Française. On était il y a 20 ans, elle imaginait une nana avec des beaux escarpins, en tailleur Christian Dior, elle s'était fait tout un truc. Ça, c'est une. Et la seconde, c'est une fille qui m'a dit, aussi russe, elle m'a dit qu'elle était arrivée de Russie. Elle arrive, c'est Natalia Vodianova, donc non, elle est très très connue. Elle est arrivée et elle s'était arrangée comme elle croyait qu'il fallait s'arranger pour être une belle Française. Et pareil, quand on parle nous de laisser aller, elle s'était mise vachement du rouge à lèvres, du maquillage, et là elle s'assoit et elle voit que les filles passent totalement naturelles. Donc en fait, on peut à la fois trouver le mythe et à la fois ne pas du tout le trouver et s'en étonner. Parce qu'en fait, ce truc est volatile, comme on parlait au début du fait, pourquoi est-ce qu'on en parle encore? C'est que, moi, ma conviction, c'est que quelque part, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une construction, et que ton combat, c'est de faire bouger dans un sens, ton combat, c'est de faire bouger dans un sens. Toi, tu mets tout le monde à poil. C'est pourquoi. Tu vois, elle l'a détourné en montrant que c'était une construction, parce qu'en fait tout ton travail c'est un travail de déconstruction. Tout d'un coup la Française, elle veut acheter du pain bio, c'est ça tes vidéos, elle veut acheter du pain bio, elle est là, et puis en fait elle va avec son scooter, elle pollue toute la ville pour faire 2 mètres. C'est une déconstruction. Donc je pense que ce travail de parler du mythe, il est intéressant parce qu'il permet de voir qu'il n'existe pas en fait. Il existe dans nos cœurs et dans notre tête, mais en vrai il n'existe pas. C'est chacun qui se fait un petit truc. Moi j'ai une idée de la française, complètement différente sans doute de tout le monde. Il va peut-être falloir qu'on s'arrête. Est-ce qu'on va prendre encore une question? Attention, c'est la dernière, elle est super importante. Ah, il y a quelqu'un qui s'attend tout de suite. Juste une petite question, c'est que moi quand je pense à la française, j'ai beaucoup l'impression que ce sont les étrangers ou les néo-parisiens qui l'ont faite. On parlait de mode, on parlait de mixité. Je pense à Zéline Elaya qui a fait de Naomi Campbell ou de Farida notamment la parisienne, relayée par Jean-Paul Goude, avec, on se rappelle ses publicités, avec toutes les égéries black qu'il y a pu y avoir, ou pour toutes les publicités mises en avant, Gauthier qui a mis la rue à la mode et vice versa, Xulibet qui a fait toute cette mixité. On a toutes voulu, moi aujourd'hui, j'ai 42 ans, quand je vois Naomi Campbell qui a quasiment 50 ans, je veux son corps, je veux son allure. Farida Khalfa, quand je la vois, c'est pour moi l'absolue, on va dire, élégance française. C'est toute cette mixité qui a fait aussi que la française aujourd'hui se renouvelle. Pour moi, on peut être la même, effectivement, en Stan Smith, comme un jour on va avoir envie de la petite veste Chanel, et puis le lendemain se mettre en cool. Mais c'est toutes ces influences, et c'est vrai que, comme Caroline de Maigret disait, voilà, c'est autant Jane Birkin aujourd'hui, on voit cet été, on veut tout un panier, mais sans épaisseur. Voilà, c'est toute cette mixité. Moi je trouve qu'au contraire elle est très présente, et la parisienne, avec un truc par l'international, est multiple, et et c'est vrai qu'elle a plusieurs visages. En fait, c'est très vrai. Madame, c'est vous qui avez le mot de la fin, c'est tellement important.
moi je suis un peu, peut-être pas la moyenne, mais enfin je ne suis pas loin de l'être. Je travaille, enfin c'est très amusant parce que tout ce que vous avez dit, l'ordre du mythe, le mythe ça fait partie donc on est vraiment dans cet ordre-là. Et juste un petit témoignage qui est que je travaille énormément en Chine depuis 30 ans à peu près, et qu'en Chine on a dû me dire à peu près 100 fois, mais c'est quoi votre secret? Et j'ai des clients qui sont des gens de 30 ans, moi j'en ai 72, et à chaque fois je les déconcerte en fait. Et ce côté incongru, jamais exactement là où on vous attend, c'est vraiment ça, je pense, le secret, plus de la française que c'est ce côté bizarre. De temps en temps, je fais un pas de côté qui n'est pas correct, et ça ils adorent, et ils disent toujours ah non mais on veut être comme vous quand on aura votre âge, parce que vous êtes à là, vous êtes à la fois grand-mère, et vous êtes drôle, vous avez ce côté à côté, dont vous avez tous parlé. Et je pense que ça, c'est une espèce de mixture de... Alors, on peut peut-être, puisqu'on est ici dans l'arrondissement de Sonia Rykiel, on peut peut-être terminer, si vous voulez bien, par une phrase extraordinaire, je sais que tu l'as beaucoup aimée, de Sonia Rykiel, qui dit « Une femme française, elle est évasive et contradictoire ». Donc, c'est ça. Ben, au boulot, hein.